Briser la glace is back. En way, sors ton six-pack puis embarque dans baraque. Aujourd'hui, on marque officiellement le début de la 4e saison du podcast en faisant un premier tour d'horizon de la cuvée possiblement exceptionnelle que sera le repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey. Puis aussi, aujourd'hui, c'est l'épisode tout nu. Épisode dans lequel je me dévoile, je me révèle à tous, afin de vous partager une transformation que je vis en ce moment. La deuxième moitié de l'épisode va être consacrée à ce cheminement que je vis, dans lequel je vais vous parler de l'évolution de ma pensée par rapport au scouting, comment je compte évaluer les joueurs beaucoup plus en profondeur cette année, avec plus de détails, puis je vous parle également de certains pièges qu'il faut éviter lorsqu'on évalue des espoirs. Il y a beaucoup de stock en vue, j'en reviendrai par conséquent pas sur le tournoi Linka Gretzky, du moins pas ben, ça fait déjà un mois que c'est passé, puis j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que les Américains, fidèles à leur habitude, ont terminé ça en fusillade. Bref, l'épisode 60 du podcast Briser la glace, ça commence là. Hey, salut les MILF! Ça fait du bien d'être de retour. Je suis un peu grippé de la poche, mais on va faire avec. Pour ceux qui en seraient à leur première écoute du podcast Briser la glace, je me présente Simon Desjardins, crossover scout chez Elite Prospects. Mais Briser la glace, c'est mon petit bébé, l'endroit dans lequel je vous partage mes opinions à moi et non ceux de notre équipe chez EP. Puis que c'est que ça mange ça en hiver, un crossover scout? Premièrement, non, je me crosse pas par-dessus des enfants qui apprennent à faire des nœuds en forêt. C'est juste pour dire que j'évalue les joueurs principaux, mais de chaque région, afin d'aider à voir comment ceux-ci se comparent avec les joueurs des autres régions. Ça fait du sens. Bref, parce que le scouting se fait généralement par région. C'est le même qu'on fonctionne chez EP. Mais après ça prend des gens pour un peu tout mettre ça ensemble. Puis cette année, j'en reprends d'autres chapeaux également, dont la USHS Prep aux États-Unis, ainsi que le Junior A au Canada, donc la BCHL, OJHL, AJHL, en plus du M18 au Québec en vue du repêchage de la LHMQ. Bref, fait que j'ai pris des longues vacances bien méritées. J'ai eu un gros été. Premièrement, je suis parti en voyage. J'ai recommencé le golf. Puis Isabelle Desjardins est rendue avec un OnlyFans. What the fuck? Le golf, c'est un sujet qui risque de revenir plus tard dans l'épisode. By the way, Isabelle Desjardins, un petit peu moins. Aucun lien de parenté, by the way. Puis mon voyage, je suis simplement allé passer une semaine dans la vallée de Napa. Ça fait loin pour aller chercher des pièces de char. Fait que bref, je suis occupé comme pas possible. Écoute, j'ai tenu la porte à Bob le chef au Normandin de Saint-Nicolas. J'ai rencontré Louis Crevier des Blackhawks qui, by the way, est sans équivoque un vrai gars de la ville de Québec. Il prononce la rue Maguire, fait que ça ment pas. Mais au-delà de cet été très chargé que j'ai aussi continué à écouter du hockey, évidemment. Moins en malade que d'habitude, mais quand même. J'ai écouté pas mal de rediffusions de matchs de la Ligue américaine, en fait. Ça sonne bizarre, mais c'était pour notre fameux classement des banques d'espoir chez Elite Prospects. Puis, chapeau à notre équipe pour ce travail colossal. Il y a plusieurs personnes là, qui sortent des classements similaires à chaque année. D'ailleurs, je l'avais fait l'an dernier, sauf la rigueur avec laquelle ça a été fait cette année chez EP. Je pense une coche au-dessus de tout ce qui a été fait ailleurs d'autres. Puis, c'est pas qu'on est nécessairement meilleur ou plus connaissant. Je veux juste qu'on soit clair là-dessus. C'est juste qu'on a été une énorme gang à y avoir travaillé puis avoir mis du jus de bras là-dedans. Ce qui nous a permis, en fait, de retourner voir à peu près tous les joueurs, de refaire des rapports, de refaire des profils, de refaire des évaluations de leurs skills afin de vous sortir le classement puis des articles les plus détaillés, les plus précis possibles. Puis comme je disais, c'est une tâche colossale qui est impossible à faire pour une seule personne, à moins de travailler toute la saison, mais ça implique de checker toutes les ligues au monde. C'est quand même assez insane. Ça ajoute titre indicatif. Moi, ce que je faisais, comme je disais, Ligue américaine, mais même pas au complet. Puis juste maintenant pour le Lightning, je suis allé voir dans le fond Syracuse dans la Ligue américaine, qui est leur club école. Fait que des joueurs comme Dylan Duke, Jack Finlay, Connor Kurth, Max Crozier, Declan Carlisle, Nico Hutanen, Roman Schmidt, Max Groshev, Ryder Korczak, Gabriel Sturks. Bref, je suis retourné voir tout ce beau monde-là. Plusieurs games chacun. Des rapports pour la plupart. Il y a des rapports qui n'ont pas été publiés parce qu'ils n'étaient pas assez bons, mais juste pour vous dire,
le travail qui a été mis là-dedans, ça, c'est juste pour le club école d'une seule des 32 formations. Fait que on a fait ça pour beaucoup de joueurs. Les articles sont sortis sur le site d'Elite Prospects dans la section Stories si ça vous intéresse. Ça prend l'abonnement plus là, ou premium, mais c'est une source d'informations incroyable, comme que je disais. Chaque joueur a été réévalué avec des cotes, son shooting, skating, playmaking, etc. Puis ça vient avec une description même du joueur. Ses forces, ses faiblesses, ses choses améliorées, une projection également au prochain niveau. Fait que c'est une source d'informations incroyable. Pour ceux qui ont des pools super deep et tout ça, je vous invite à aller lire ça, ou quiconque, là, en fait, qui s'intéresse aux espoirs ou qui voudrait avoir des nouvelles de ces gars-là dans la Ligue américaine. Puis si en plus vous avez l'abonnement premium, vous devriez retrouver des rapports de visionnement de chacun de ces joueurs-là sur leur page de statistiques, sur la page de EP. Puis 30% de rabais, BLG30 pour votre abonnement annuel, je vous le rappelle. Bref, fait qu'après avoir scouté la Ligue américaine pendant quelques semaines, je suis enfin tombé dans la QV 2026 qui, oulala, s'annonce pas piquer des verres, mesdames, messieurs. Vous le savez, je suis un grand défendeur de la QV 2025. Je pense que oui, c'est vrai qu'elle s'essoufflait vite, mais je pense qu'il va néanmoins sortir des bons joueurs de 2025. Sauf que si on remonte à il y a un an, quand je faisais mon top 32 préliminaire en octobre pour la QV 2025, il a fallu que je creuse les fonds de tiroir afin de trouver 32 joueurs potables pour mon premier top 32. Puis j'avais des gars comme Cal Anborn, Maxime Agafonov, Reese Hamilton, qui a pas été drafté d'ailleurs, Arvid Drott, puis Conrad Fundrick dans mon top 32 d'octobre, tu sais. C'est excessivement mal vieilli. C'est en quelque sorte normal. Je pense que les classements préliminaires vieillissent mal. Sauf que, tu sais, je me rappelle que j'avais quand même gratté pour aller chercher ces gars-là. Sauf que cette année, les saisons en Amérique sont même pas débutées encore. On vient tout juste de commencer les saisons en Europe. Mais je pense qu'il y a à peu près une quarantaine de joueurs qu'on aurait aimé rentrer dans notre première ronde chez Elite Prospects en vue de notre premier classement préliminaire. Qui, si c'est pas sorti déjà, ça va sortir les prochains jours. Pourquoi je parle avec cette voix-là? En tout cas, bref, plongeons ensemble dans 2026, puis partons de la base, là, pour ceux et celles qui seraient peut-être moins familiers déjà avec ces joueurs-là. Je ne vais pas entrer dans les scouting reports tant détaillés pour l'instant. Non seulement l'épisode serait beaucoup trop long, déjà qu'il risque d'être beaucoup trop long encore, mais il faut aussi garder en tête que pour l'instant, on a pas mal juste vu des visionnements D-1 à part là, quelques gars européens, tout ça. Donc l'année avant leur repêchage. Puis aussi, j'ai pas 20 visionnements par joueur non plus. Là. Je vous dis, je commence à me tremper l'orteil dans cette cuvée-là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont inévitablement changer ou évoluer d'ici la fin de la saison. Puis au travers, je vais vous garger quelques prédictions de comment je pense que cette cuvée-là pourrait se dessiner. Premièrement, il y a des grosses différences qui sautent aux yeux par rapport à 2025. Non seulement la profondeur des joueurs de talent, j'en parlais, fallait que je gratte les fonds de tiroir pour faire un top 32 en octobre de 2025. Mais là, il y a une quarantaine de joueurs, en fait, qu'on aurait aimé mettre dans notre première ronde. Fait que, puis aussi, c'est ça, c'est que la QV, cette année, est menée par un joueur possiblement générationnel en Gavin McKenna, ailier 6 pieds qui a été dominant partout où ce qui est passé. Je pense que ça fait à peu près 4 ans qu'on parle de Gavin McKenna, puis qu'on dit là, tanking for McKenna, etc., etc. C'est le gros hype. Il y en a qui disent même que c'est le meilleur depuis McDavid. Il y a même Snake, me semble, qui disait qu'il le trouvait plus impressionnant que McDavid au même âge, là, ni plus ni moins. Fait que, pas besoin de présentation. On en reparlera plus tard. Mais c'est un Canadien qui a fait le saut en WHL vers... en fait, le saut de la WHL vers la NCAA cette saison. Donc, c'est plate, on ne le verra pas au Canada ni à la Coupe Memorial cette année. Sauf que, c'est ça. Ensuite, le nombre de défenseurs au potentiel top 4, voire même top 2, voire même numéro 1, est vraiment dans une classe à part cette année. C'est une des très bonnes cuvées de défenseurs des dernières années. En fait, 2024 a été vraiment excellente, mais il faut vraiment remonter un petit peu, je pense, pour retrouver des cuvées aussi solides que ça. Il y a des gros bonhommes au potentiel two-way. Il y a des défenseurs très électrisants offensifs. La plupart sont pas des late aussi, ce qui est très bien. Puis il y a beaucoup de droitiers aussi. Je vous en nomme quelques-uns. Puis
Puis, tu sais, je présente juste les meilleurs. Il y a une expression en anglais. Je sais pas c'est quoi cette expression-là en français, mais en anglais, ils disent c'est la crème de la crème. En tout cas, pour ceux qui sont bilingues, vous comprendrez l'expression. Le premier que je veux vous parler de, c'est Keaton Verhoeff, défenseur droitier, 6 pieds 4, 212 livres. Pas un late, même qui est né en juin, donc il est quand même très jeune. Puis je suis pas capable d'écrire son nom. Il me fait penser, en fait, ça c'est drôle parce qu'il me faisait penser à Aaron Ekblad. Puis en googlant un peu, je suis retombé sur quelqu'un qui avait, en fait, même plus qu'un endroit qui avait cette même comparaison. Fait que je pense pas si pire. Gros défenseur, two-way, mobile, robuste, calme avec la rondelle, qui apporte du solide jeu dans les 3 zones. Il scanne constamment, il s'active intelligemment. C'est une menace de la pointe. J'ai noté certaines pistes d'amélioration toutefois sur la constance de son patin. J'ai trouvé à quelques reprises qu'il y a un peu de difficulté à réagir aux changements de direction puis aux cutbacks des adversaires. Mais en ce moment, elle cherche des poux. Il est tôt, comme que je disais, sa saison n'est même pas débutée. Il est très jeune, c'est pas un late. Puis il y a tellement, c'est ça, de runway. C'est un gros défenseur. En plus, ça prend du temps à développer. Puis de voir toute cette maturité-là dans son cas à un aussi jeune âge, c'est impressionnant. Il est jeune, il est grand, il est complet, il est droitier. Ça crie choix top 3 cette année. Défenseur de première paire, fort possiblement. Mais que lui aussi, à l'instar de Gavin McKenna, va quitter la WHL pour la NCAA cette saison. Un autre défenseur, Ryan Lynn, défenseur droitier de 5 et 11, qui n'est pas un late non plus. D'ailleurs, tous ces défenseurs-là non late ont joué pour Team Canada au Linka Gretzky, là, fait que vous les avez probablement vu là. Parenthèse, c'était une défensive insane sur papier, de loin l'une des meilleures qu'on a vues, possiblement ever même, avec tous ces gars-là, plus Landon DuPont. Mais ça a finalement été épouvantable. Mais ne vous fiez pas au Linka pour juger ces gars-là. Ils ont vraiment été très bons la saison dernière dans leurs ligues respectives et on peut s'attendre à de grandes choses de leur part encore cette année. Fait que Lynn, simplement un des défenseurs, sinon le défenseur le plus dynamique et le plus offensif de toute la QV. Il n'y a pas vraiment de défenseurs qui sont en mesure de transporter la rondelle comme qu'il fait. Il est agressif, il est proactif. Mais ce que j'aime particulièrement de Ryan Lynn, c'est comment il manipule puis qu'il feint constamment. Un peu à la Lane Hudson. Il est très manipulateur, en fait. C'est un bon patineur, puis même s'il fait juste 5 et 11, j'ai trouvé solide défensivement, mais aussi très agressif. Il n'hésite pas à initier le contact. Il est dur le long des bandes. En tout cas. Puis il se laisse pas intimider. Bref, gros fan, je m'attends à ce qu'il brûle la WHL cette année et qu'il pourrait se glisser, je pense, dans le top 5. Surtout là, on voit les petits défenseurs qui commencent à montrer que c'est possible d'évoluer dans la LNH, même si on fait moins que 6 pieds. Peut-être que Ryan Lynn sera le prochain à mettre son nom côté là des Quinn Hughes et compagnie. Un autre défenseur issu de la WHL, Daxon Rudolph, Reindeer de son sobriquet. Défenseur, lui aussi droitier, 6 pieds 1, quasiment 200 livres, pas un late non plus. Un autre défenseur au profil two-way. Sauf que Rudolph, présentement, je dirais c'est pas mal mon rush defender préféré de la QV. Un défenseur excessivement fiable, qui ferme les écarts rapidement, qui se sert bien de son bateau actif pour arrêter les contre-attaques. Je le trouve bon en récupération, mais il excelle également en relance, qui est l'autre étape très importante après avoir récupéré une rondelle. Je le trouve moins agressif offensivement, mettons que les autres. C'est un gars plus composed, plus fiable, un peu plus calme, mais il n'hésite pas à supporter l'attaque, à joindre justement le rush. Je pense qu'il y a un profil pour jouer sur un top 4 dans la LNH, à mes yeux. Personnellement, je suis un gros fan. Moi, on le voit dans beaucoup de top 10, mais on le voit plus proche du 10e rang, mettons. Moi, je suis plus autour du 5e rang pour le moment. Il y a également Carson Carrolls, défenseur gaucher 6 pieds 1, pas un late, possiblement le défenseur shutdown par excellence de la QV. Encore plus solide, je crois, que Rudolph dans sa propre zone. Peut-être pas contre le rush, mais du moins dans sa propre zone. Je le trouve plus robuste, plus méchant également. Puis il y a un potentiel offensif aussi que peut-être n'est pas suffisamment exploité. L'instinct me semble là, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas les soft skills pour devenir un gros contributeur, mais je le verrais lui aussi très bien jouer sur un top 4 dans la LNH. Il coche à peu près toutes les cases, puis il n'y a pas de drapeau rouge.
Je pense que c'est un des défenseurs les plus sous-estimés en ce moment, Carson Carrolls. Je ne serais pas surpris là, qu'il devienne unanimement un choix top 10 dans les prochains mois. L'autre qui pourrait grimper beaucoup, c'est Xavier Villeneuve, défenseur gaucher 5 et 10. Lui est toutefois un late, mais Xavier Villeneuve est vu comme étant le Lane Hudson québécois, ni plus ni moins. Puis Blainville-Boisbriand, ils ont un club pacté cette année, dans le sens qu'ils sont très bons et non qu'ils sont sous-morts. Puis on devrait les voir aller très loin, ce qui pourrait lui donner une très belle fenêtre d'opportunité. C'est un choix top 15 pas mal partout en ce moment-ci, principalement à cause de la taille et de la profondeur de cette cuvée qui n'est pas plus haut. Mais attendez-vous à le voir grimper possiblement près du 5e rang sur plusieurs listes publiques, surtout au Québec. Parce que je pense qu'il va y avoir un gros hype autour de Xavier Villeneuve. C'est déjà commencé. On a déjà vu là, des articles sortir à gauche, à droite qui en parlent. Mais dès qu'il va se mettre à produire, dès que le spotlight va être sur Blainville-Boisbriand, attendez-vous à le voir énormément grimper et avoir beaucoup de hype autour de lui. Puis il va être en comparaison avec Ryan Lynn toute la saison que je vous parlais, l'autre défenseur offensif électrisant de moins de 6 pieds. Fait que ça va être une comparaison intéressante à suivre. Puis c'est quelque chose que je veux faire plus cette année. Trouver des petits noyaux, des petits groupes de joueurs et les comparer entre eux. Là, on parle de Villeneuve et Lynn, les petits défenseurs offensifs. On va suivre ça toute l'année, voir les pour et les contre de chacun. J'avais fait ça l'an dernier avec certains gros gars, Hayden Papanicus, Matthew Gard, Jack Nesbitt. Je veux trouver un petit peu plus de ces comparaisons-là cette année. Écrivez-moi si ça vous intéresse. Je pense que c'est intéressant comme concept. Ensuite, il y a Luke Scherer, défenseur droitier, 6 pieds 2, pas late, évoluant pour le programme de développement américain. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas écouté encore les joueurs du NTDP cette année malheureusement, mais je n'ai entendu que de bons mots à son égard. Ben non, pas que de beaucoup de bons mots à son égard. C'est un gars qui est, de ce que j'en comprends, assez raw encore. Un joueur très mobile qui manque de raffinement. Il y a beaucoup de rapports déjà sur le site d'Elite Prospects. Là, je vous invite à aller lire ça, dont un qui le compare à nul autre que Jake Sanderson. Ensuite, Chase Reed, défenseur droitier 6 pieds 2, j'ai l'impression de me répéter. Un late, mais seulement par 2 jours, mais ça reste que c'est un late. Plus offensif que les Carrolls et Rudolph. Il y a quand même là, des gros points d'interrogation sur son sens du jeu, son jeu défensif. Il y a quand même un gros potentiel two-way, je crois. Il a été point per game dans la OHL à sa saison recrue. Reste à voir s'il pourra répéter l'exploit, mais je pense qu'il y a une des raisons pour lesquelles il n'est pas plus haut que ça, c'est que on doute qu'il puisse augmenter la cadence encore plus, mais à suivre dans le cas de Chase Reed. Puis je me permets 3 autres noms de défenseurs que j'aime particulièrement beaucoup. Il y en a un qui est un peu plus plate, puis il y en a 2 que c'est des grosses wild cards. Le premier, c'est Malte Gustafsson. C'est lui qui est un peu plus plate, gaucher, 6 pieds 4, pas late, que vous avez peut-être vu au Linka Gretzky. Un des très bons rush defenders de ce groupe. Bon patineur, capable de supporter l'attaque également. Mais plus, encore là, une approche de facilitateur que de pur créateur. Mais je pense que lui aussi pourrait se développer possiblement en gars de top 4. Là, plus, je dirais bottom 4 là, réalistiquement, mais très facile à projeter au minimum sur une 3e paire. Mais ouais, Malte Gustafsson, j'ai bien aimé ce que j'ai vu à date. Ensuite, Alberts Schmitz, un letton gaucher, 6 pieds 3, 205 livres. Un late toutefois, certains flashs de brillance défensivement, mais surtout énormément de chaos, mais de dynamisme à l'attaque. Il essaie beaucoup de choses. Il transporte la rondelle, il s'active profondément. Il fait 8 fois le tour de la zone offensive avec la puck. Il est mobile, il a de la taille. Sky's the limit, je crois. Mais j'ai des questions sur son maniement de rondelle, sa prise de décision. Puis le fait aussi qu'il va évoluer possiblement en Liga cette année. Qui pourrait compliquer son évaluation. Il a joué, en fait, il a débuté la saison en U20 en Finlande, qui est un niveau quand même assez faible, plus faible que la J20 nationale. La U20 nationale, que c'est rendu que ça s'appelle en Suède. La Ligue en Finlande, c'est plus faible, là, mais en 3 matchs, il a cumulé 8 points, donc 4 buts, 4 passes. Je réitère que c'est un défenseur. Là, je pense qu'il va jouer, il va commencer à jouer en Liga, donc ça va être intéressant de suivre ça. Albert Schmitz, je dirais profil peut-être similaire à des gars comme Lev Shunov et compagnie, là, chaotique, mais
à voir. Mais ouais, aussi chaotique, je dirais que un concert de angine de poitrine. Si vous avez l'image. Bien évidemment, là, tout plein d'autres noms à garder en tête dans la queue, entre autres là, Charlie Morrison pour les Remparts, Cameron Chartrand à Saint John. Aussi, là, si vous avez écouté le Linka, probablement que vous avez vu Juho Piparinen, qui joue pour la Finlande, droitier de 6 pieds 3. Bref, super belle cuvée pour les défenseurs. Puis, il y en a un que je vous ai pas parlé, mais suivez le classement d'Elite Prospects qui va sortir. Il y a un nom qui pourrait vous surprendre là-dedans. Puis c'est ça, fait que ça fait différent, on va se le dire, de 2023 et 2025 côté défenseur. Mais côté attaquant, c'est pas plate non plus. Bah, vous en nommez quelques-uns. Ethan Belchetz, ailier gauche, 6 pieds 5, 227 livres, une bonne pièce d'homme, mais qui n'est pas un late, qui est pas plate non plus. Ailier de puissance évoluant pour Windsor dans la OHL, qui pourrait très bien être essayé au centre même cette saison. Belchetz il a reçu d'énormes éloges la saison dernière. Il a même été comparé à Eric Lindros à un certain moment. C'est pas rien. Belchetz, lui, quant à lui, dit modeler son jeu sur Rick Nash. Fait que bref, ailier de puissance par excellence de ce repêchage, je dirais. Il est athlétique, il est gros, il est fort, il est robuste. Mais c'est aussi un joueur avec la finesse, des flashs de playmaking élite, qui aime ralentir le jeu, attirer un défenseur sur lui pour trouver le trailer. Il excelle autour du filet grâce à son excellent maniement de rondelles en espace restreint. Bref, Ethan Belchetz, c'était un train. Puis, étant possiblement sur le spectre de l'autisme moi-même, nul besoin de vous dire que j'aime ça, les trains. Il y a quelqu'un chez Elite Prospects qui parlait que Belchetz pourrait être un genre de Porter Martin, mais plus robuste. Puis ça vient résonner grandement chez moi. Puis je l'ai vu, cette comparaison-là avec Martin, avec la manière dont il entre dans la zone avec la rondelle. Toutefois, je dois avouer que ça m'a pris un bon 3 visionnements minimum avant de tomber en amour avec Belchetz. Je le comparais davantage à un moins bon Caden Lindstrom, et vous vous rappelez que je n'étais pas le plus high sur Lindstrom à son année de draft. Mais ça, c'était juste après 2 parties. Il a su m'impressionner par la suite dans mes visionnements de D-1, et je réitère, Belchetz n'est pas un late. Fait que si on utilise Martin comme comparable, Martin, c'était un late à son année de draft. Fait que la différence d'âge et d'expérience est énorme. Fait que je suis excité de voir ce que Belchetz va pouvoir faire cette année à Windsor, surtout si Spellacy, Greentree et Nesbitt demeurent dans l'équipe. Avec ce gabarit-là, son âge, ses outils, le runway, le potentiel est excessivement intéressant. Ryan Rubrooke est le prochain, ailier, parfois classé comme centre, mais je pense qu'il a joué principalement à l'aile. 6 pieds 4, excessivement late, lui, dans son cas. 25 septembre, donc quasiment éligible l'an dernier, mais qui a marqué 87 points en 64 parties en OHL à sa saison D-1, le meneur chez les Ice Dogs. Sauf que Rubrooke, il y a beaucoup à prouver quand même s'il veut devenir un choix top 5. Il a le gabarit, les outils, le talent pour être un des meilleurs joueurs de la QV. C'est un excellent distributeur, un excellent marqueur. Sauf que l'inconstance puis le manque d'intensité puis de robustesse m'inquiète beaucoup. J'ai hâte de voir un peu plus. Il pourrait remonter dans ma liste, là, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il a fait mon top 5. Ensuite, Ivar Stenberg. C'est pas un classement là, que je vous dis là, je vous les nomme comme je le feel, mais Ivar Stenberg, ailier suédois 6 pieds, late, vu comme étant le deuxième meilleur joueur de cette QV, selon plusieurs classements. Personnellement, j'ai des visionnements encore très limités de Stenberg en toute transparence, mais je peux pas dire que j'ai vu de performance top 3 de sa part encore. Mais je suis peut-être mal tombé. Je vais reparler du sample size un peu plus tard, mais ce qui m'a sauté aux yeux dans le jeu de Stenberg dans mes quelques visionnements, c'est son sens du jeu, possiblement élite, ses lectures, son anticipation, son jeu sans la rondelle. Mais j'ai pas vu assez de dynamisme dans mes visionnements. Comme je dis, c'est un faible échantillon, mais pas assez de dynamisme là, pour justifier une sélection un petit peu plus haut. Je suis fort possiblement dans le champ, mais ça va se corriger, mais que j'ajoute des visionnements. Mais c'est ça, il m'a paru comme un joueur qui a peut-être atteint une très grande maturité très rapidement, un peu comme Konsta Helenius et tout ça. Mais bon, on va voir. Je ne sais pas à quel point le runway est là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens très excités par Ivar Stenberg. J'ai juste pas encore emboîté le pas, mais ça va venir. Ça va venir.
Ensuite, Tynan Lawrence, centre 6 pieds. Je pensais qu'il était plus grand que ça, mais 6 pieds apparemment. Mais né au mois d'août, donc un des très jeunes joueurs de la QV, joueur par excellence de Muskegon dans la USHL la saison dernière, qui a remporté le championnat avec eux et qui a été meilleur en fait que ses coéquipiers Ivan Ryabkin et Václav Nestrasil, ni plus ni moins. Il va jouer encore en USHL cette année, malheureusement, mais il va être capitaine de la formation, puis ça devrait encore très bien aller pour eux cette année. Sauf que le fait qu'il joue en USHL fait chier un petit peu. Mais Lawrence, il a absolument tout. Vitesse incroyable, un très bon tir. Possiblement un des meilleurs de la QV, je dirais même. Il joue avec intensité, son jeu two-way est très développé. C'est un des rares centres de la QV également. Puis là, je fais attention à ce que je dis parce que il n'est pas aussi bon, du moins en date d'aujourd'hui, mais il pourrait être dans le moule des Michael Misa et Macklin Celebrini. Si vous voyez le genre, je parle vraiment de stylistique ici, mais s'il s'avère avoir un potentiel similaire, Lawrence pourrait devenir un choix top 3 assez consensuel. Ensuite, Mathis Preston, ailier canadien, pas late, 5 et 11. Un gars que je m'attends à voir classé très haut sur plusieurs listes publiques. En fait, je m'attends à ce qu'il domine la WHL puis qu'il devienne un des favoris des partisans par son incroyable créativité puis son dynamisme. Le seul problème avec Preston que je vois jusqu'à présent, c'est sa force physique, puis peut-être son patin. Il a une belle agilité qu'il utilise pour faire des beaux cutbacks. Il est très évasif. Il est glissant même. Il tente des passes très créatives aussi. Mais c'est ça. Sans faire de comparaison directe, je pense que si vous avez aimé Jake O'Brien et Berkeley Catton dans les dernières années, Preston pourrait vous tomber dans l'œil. Ensuite, il y a Yegor Shilov, attaquant russe de 6 pieds 1, qui évoluait en USHL, et qui va faire le saut à Victoriaville cette saison, qui a d'ailleurs été vu là, au Café Resto La Gavroche, pour ceux qui connaissent ça. Joueur rapide, talentueux, dynamique, avec une belle robustesse également, que j'ai malheureusement peu vu pour l'instant, mais on va avoir la chance de le voir cette saison, puis je pense qu'il pourrait devenir un gros riser. Ensuite, Viggo Björk, attaquant de 5 et 9 suédois, qui a battu la saison dernière le record pour le nombre de points en J20 national en Suède, et ce, à l'âge de 16 ans. Puis qui était là, si vous remontez il y a quelques mois, là, Viggo Björk, là, on en parlait comme un choix 5-6 dans ces coins-là. Son étoile a un petit peu plus pâli déjà avec d'autres joueurs là, qui ont commencé à monter. Puis à 5 et 9, sans vitesse élite, souvent contraint de jouer en périphérie, je pense que ça va être difficile pour Björk de rester dans le haut de la liste. Mais il montre une belle combativité. Il va jouer en SHL contre les messieurs cette saison. Mais je m'attends honnêtement à le voir chuter. Il y a trop de bons défenseurs et de gros bonhommes cette année pour justifier, je crois, Viggo Björk dans le top 10 comme qu'on voyait il y a quelques mois. Il y en a toujours des petits Scandinaves qui glissent. Je pense que ça pourrait être lui cette année. Peut-être pas là, aussi pire là, que d'autres qu'on a vus, mais je vais y aller avec un hot take. Je serais même pas surpris que Björk sorte pas en première ronde. À voir. Il est tôt encore. On va voir. Sinon, il y a quelques wild cards dont j'aimerais parler. Possible risers, gars à surveiller, que vous avez peut-être moins entendu parler de. Le premier, c'est Pierce Mbouyi. Attaquant 5 et 11, recrue de l'année en OHL, qui n'a pas eu de temps de glace de qualité au Linka malheureusement, mais je pense qu'il pourrait surprendre puis devenir un favori grâce à son moteur extrême. Je l'ai peu vu, mais j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. Le prochain, Jack Hextall, rien à voir avec Ron, centre 6 pieds USHL, qui me semble avoir de très grandes capacités de playmaking, très belle vision, capable de manipuler, de dicter le jeu, sauf que patin problématique, là, absolument. À suivre cette saison, surtout dans une cuvée faible en centre, peut-être que Jack Hextall va attirer le regard de certains. Ensuite, Oscar Hemming, le frère de Émile, 6 pieds 3, qui pourrait devenir un des attaquants de puissance par excellence de cette cuvée. Beaucoup plus de robustesse et d'implication que son frère. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Oscar. Je pense que c'est un gars qui va. On va y aller avec ce hot take-là. Il va se faufiler dans le top 20, Oscar.
Un peu dans le même ordre d'idée, un autre Finlandais au format gros, Oliver Suvanto, attaquant 6 pieds 3, que lui aussi, un peu à l'instar de Oscar Hemming, a montré une belle robustesse, mais d'excellents flashs de maniement de rondelles, de playmaking, d'intelligence. Je pense que c'est un autre potentiel d'attaquant de puissance de première ronde. Lui aussi, attendez-vous à le voir là, grimper entre 15 et 25, je crois, au cours de la saison. Un autre, Joe Iginla. Juste le nom devrait vous titiller assez. Puis y a le dernier, mais non le moindre. Il y en a plein d'autres, là, mais il faut que je coupe le cordon. Oui, le cordon, dis-je. Elton Hermanson, ailier 6 pieds 1. Je suis pas très high sur Elton, mais je le mets là parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre grâce à son excellent tournoi Linka Gretzky, terminant au 2e rang des pointeurs avec 11 points en 5 matchs, surtout reconnu pour son tir foudroyant. Puis on le voit, classé dans les top 15, top 20. Moi, je suis pas là. Je trouve qu'il manque de pace, un peu de maniement, de rondelles peut-être même. Puis le manque de vitesse aussi peut-être m'inquiète pour le moment. Je l'aurais probablement fin de première ronde, mais pas milieu de première ronde, je penserais pas. Peut-être qu'il va remonter, mais pour l'instant, j'ai quand même certains points d'interrogation qui me refroidissent sur Elton Hermanson. Ce qui m'amène au deuxième segment de ce podcast, la portion tout nu. Une envolée freestyle sur le scouting, peut-être du réchauffé ou des choses évidentes pour certains, mais peut-être que je vais dire 2-3 affaires qui pourraient vous illuminer dans votre cheminement. Pour les nouveaux ici, l'idée du podcast Briser la glace a toujours été de créer une communauté de passionnés, ouvrir le partage, la discussion. Fait que si vous voulez là, discuter dans les commentaires puis tout ça, go for it, c'est là pour ça, c'est un safe space. Puis si l'idée, c'est de vous partager mes observations de manière transparente, sans prétention. Je le dis tout le temps, on se trompe, c'est correct. Assumons tout ça, apprenons. Puis parce qu'on fait ça pour le plaisir, par passion. On fait pas ça à temps plein, on fait pas ça pour l'argent. Fait que ça sert à rien de prendre tout ça trop au sérieux. Évidemment, ça veut pas dire de botcher nos observations puis de dire n'importe quoi. Mais on peut, c'est ça, s'améliorer dans tout ça. Puis je vais être clair ici. Surtout, pour le début du prochain segment, je ne veux pas viser qui que ce soit, pointer qui que ce soit du doigt ou dénigrer le travail des autres. Là, c'est pas ça l'idée ici. Il n'y en a pas de formule magique. Je pense juste qu'il y a des pièges dans lesquels on tombe tous à un certain moment. Je crois que c'est intéressant d'en discuter. Puis j'ai envie de partager l'évolution de mon processus avec vous. Puis je rappelle, ça fait pas 20 ans que je fais ça. Je suis encore nouveau. J'apprends tous les jours. Je pense que c'est un domaine, en fait, dans lequel tout le monde a encore toujours des choses à apprendre. Non seulement tout ça évolue, le hockey évolue, mais nos erreurs sont seulement connues des années plus tard. Fait que c'est un processus qui est très long. Puis en plus, la formule magique, elle n'existe pas. Elle n'a pas été trouvée, mais parce qu'elle n'existe pas. Mais je pense qu'il y a peut-être des affaires qui peuvent nous aider à mettre les chances de notre côté. Entre autres, comment être plus objectif d'une évaluation à l'autre. Je pense que quiconque dans ce domaine-là, qui considère tout connaître et ne plus rien avoir à apprendre, deviendrait rapidement non pertinent. Fait que je pense que c'est bon pour tout le monde qui s'intéresse au scouting de toujours évoluer leur pensée ou de toujours se remettre en question, de retourner voir les bons, les mauvais coups, puis se questionner. Je pense que c'est le même qu'on apprend et qu'on devient de meilleurs dépisteurs, observateurs, analystes, partisans, vagues. Vous voyez, je dis vague encore. Je parlais de Elton Hermanson, qui a très bien fait au Linka et qui a grimpé dans toutes sortes de listes. Un piège que je vois souvent les gens tomber dedans, c'est de tomber en amour rapidement avec des joueurs au Linka Gretzky ou au contraire, ne pas aimer du tout des joueurs à cause de leur performance à ce tournoi-là, puis rester avec cette perception-là. Généralement, il va y avoir des Canadiens dans ce tournoi-là qui vont passer sous le radar en raison de leur utilisation. Puis à l'inverse, il y a des Européens qui vont sortir du lot à cause de la nature du tournoi et du contexte dans lequel ils sont mis,
Même phénomène au U18. Puis j'ai l'impression que les gens restent beaucoup accrochés avec ces images-là. Puis je comprends parce que c'est des tournois qui sont consommés par beaucoup de gens, parce qu'ils permettent de voir beaucoup de ces espoirs-là. Sauf que je pense que c'est des tournois qui sont très dangereux si on se fie uniquement à ça pour scouter. Puis c'est pourquoi j'en parle très peu lors du podcast, mais je les écoute quand même, mais j'essaie de toujours les prendre avec un grain de sel. Un exemple concret, on va pas mal tout le temps y voir des petits défenseurs dominés. Par exemple, cette année, je sais que Axel Elofsson est tombé dans l'œil de bien des gens. Défenseur droitier 5 et 10, très agile, dynamique, calme, qui tente des jeux très risqués, des montées à l'emporte-pièce. La réalité, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'il ne soit même pas repêché, Elofsson. Pourtant, on le voit classé dans plusieurs premières rondes publiques. Je sais que un classement puis un mock draft, c'est deux choses distinctes. Je suis le premier à le rappeler, mais considérant que le succès d'un joueur dans la LNH dépend en partie des opportunités qui lui sont offertes, de classer en première ronde un joueur qui pourrait ne même pas être repêché, je pense que c'est pas jouer les probabilités en notre faveur. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de l'aimer, ce joueur-là. Ça veut pas dire que on n'a pas le droit de l'avoir trouvé électrisant au tournoi, parce qu'il l'a été. Il était super, le fun à regarder jouer. Mais je pense qu'il y a une distinction importante à faire entre les résultats immédiats sur la glace versus une projection dans la LNH. Je vais y revenir, mais je pense que c'est un des gros pièges dans lesquels les gens tombent. Puis ces tournois-là, c'est souvent aussi la première fois qu'on voit ces joueurs-là. Et le phénomène de la première impression est réel. Compte tenu que c'est le premier tournoi de la saison de scouting, je pense que ça tend à teinter beaucoup de nos impressions. Puis je pense que c'est une énorme erreur si on ne s'ajuste pas au fur et à mesure que la saison évolue. On s'attache souvent, je pense, à nos premières impressions. On ne veut pas voir les drapeaux rouges, la projection LNH de ces joueurs-là. Puis on s'attache à nos petits Européens. Puis on ignore les drapeaux rouges. Puis tu sais, c'est pas à cause que tu mets 4-5 push de vieille poupe dans la toilette que ce qui te sort du derrière est plus appétissant. De la marde, ça reste de la marde, même si elle sent le citron. Puis, je suis pas en train de les comparer avec des tas de merde, là. Je dis juste que je pense que des fois, notre orgueil ou notre première impression impacte notre objectivité, notre impartialité. Puis, c'est un des gros dangers, je crois, dans le scouting, tout ça. Dans un même ordre d'idées, je pense aussi que c'est facile de tomber en amour avec des joueurs qu'on voit évoluer à chaque fin de semaine chez nous. Si un joueur vous fait vibrer lors d'un match en présentiel, vous allez inévitablement l'avoir en haute estime, surtout qu'on se rappelle beaucoup plus de tous les détails d'une partie en présentiel plutôt qu'en vidéo. Ça peut être dangereux parce que ça ajoute de l'impartialité aux évaluations, surtout si on n'a pas un gros échantillon de ce qui se passe ailleurs. Là, je vous entends là, déjà me dire, mais comment est-ce qu'on fait alors pour s'assurer de demeurer impartial et de se défaire de nos premières impressions? Mettons qu'on veut continuer à aller voir notre équipe locale jouer, puis qu'on veut continuer à écouter le Linka l'été. Excellente question, puis je pense malheureusement que c'est une des choses les plus difficiles à faire dans le scouting. Puis je pense pas qu'il y ait de formule magique. Je pense d'abord que c'est primordial d'écouter un joueur toute la saison puis de suivre sa progression. Pas obligé d'écouter tous les matchs, mais d'écouter là, peut-être au moins une fois par mois ou quelque chose de même, là, ça peut vous donner une bonne idée. Puis même comparer avec sa saison D-1 pour voir s'il y a eu progression ou stagnation, c'est également un bon indicateur. Sauf que ça devient inutile de faire tout ça si on demeure stické sur nos premiers avis. Généralement, personnellement, je pense que je suis capable de lâcher le morceau puis de changer mon fusil d'épaule. Quoique l'an dernier, j'ai tenu mon bout jusqu'à la fin pour Malcolm Spence puis Luca Romano. Peut-être que ça va revenir me hanter, mais j'avais mes raisons, je crois. Mais j'étais clairement là, tout seul sur mon île là-dessus. Dans le cas de Spence, le manque de progression était flagrant, mais je le trouvais hautement projetable malgré tout. Puis dans le cas de Romano, c'est un peu différent, tu sais. C'est qu'il avait connu un mois de novembre phénoménal, puis il avait beaucoup ralenti par la suite. En fait, toute son équipe avait ralenti par la suite. Puis je le disais souvent l'an dernier, si Romano avait connu son mois de novembre, mais plutôt genre en février ou mars, il serait sorti en première ronde. Puis c'est là que je l'avais classé, tu sais. Est-ce que ça veut dire que Romano il a régressé en cours de saison? Absolument pas. Tu sais, c'est pas vrai que les joueurs régressent comme ça à cet âge-là. Des fois, le timing est juste off. Puis je pense que c'est important de garder en tête les meilleurs moments d'une saison d'un joueur. Puis
je vous en parle, puis là, j'ai des flashs. Mais, ouais, je me suis dit à la glace cette idée-là, je vous reviens. Fait que pour pallier à ces problèmes-là, donc les premières impressions qui restent imprégnées, un joueur qui a un fort Linka, un joueur qu'on va voir plus souvent en présentiel à cause qu'il joue dans notre équipe locale, ou simplement une courbe de performance inconstante. Pour pallier à ces problèmes-là, j'utilise personnellement un fichier d'évaluation que je remplis par match. Fait qu'à chaque match, j'évalue les attributs des joueurs, patin, lancer, sens du jeu, etc. Puis ça me fait une belle moyenne par game. Parce que je fais une moyenne de chacune des games. Ça me donne un overall. Vous allez voir, on est parti pour la prochaine demi-heure, puis c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais l'essence est là. Dans chaque partie, il y a également un poids différent dans cette moyenne-là, afin d'accorder de plus en plus d'importance aux matchs au fur et à mesure que la saison avance, mais également les matchs dans lesquels j'ai entré plus d'informations, donc que j'ai plus de données sur les joueurs, ces matchs-là pèsent pour plus également dans le calcul. Puis là, c'est là l'idée que j'avais, je dis, il faudrait que je trouve un moyen quand même de sortir, mettons, une stat, les 5 pires matchs d'un joueur, les 5 meilleurs, puis calculer les écarts et tout ça. Bref, note à moi-même. Parce que ça, vous voyez que mon modèle actuel de toujours donner de plus en plus d'importance au game au fur et à mesure de la saison ne vienne pas aider un cas comme Luca Romano qui a dominé, mais seulement au mois de novembre. Ce qui est important dans cette méthodologie, toutefois, c'est d'assurer une constance dans la manière dont on grade les joueurs. Puis ça aussi, c'est difficile. Puis même si on croit être impartial et objectif, on va inévitablement peser plus fort sur le crayon sur certains joueurs qu'on aime plus ou moins, puis se fermer les yeux également sur certaines choses. C'est la nature humaine, puis on ne pourra pas l'éviter. Mais je pense que de se forcer à remplir une grille aide à limiter ou à mitiger ces biais-là. Ceci étant dit, il y a des différences entre un match en présentiel et un match en vidéo. L'intensité puis la vitesse du jeu est beaucoup plus accentuée en présentiel, surtout si vous êtes près de l'action, sur le bord de la bande ou whatever. Juste là, vous devez en tenir compte dans vos comparaisons entre joueurs. Puis tu sais, ça explique en grande partie pourquoi les gens sont autant en amour avec leurs joueurs locaux. Je comprends, on prêche pour notre paroisse, mais le fait d'avoir vu le joueur de près, il peut paraître plus rapide, plus intense. Puis, c'est bien beau évaluer, dans le fond, les attributs des joueurs, mais un des problèmes que j'ai rapidement rencontré lors de la première saison du podcast, c'était que l'évaluation des attributs, c'est plus nuancé en fait que de dire il patine vite, fait que son patin, ça va être un 7 ou un 8 sur 10. Il y a des joueurs pour qui ça me posait problème. Là, c'est pas un exemple du podcast, mais Lane Hudson, mettons, à son année de draft, agilité incroyable, mais des lacunes en ligne droite, des lacunes à reculons, des lacunes aussi sur son explosion, ses premières enjambées. Fait qu'on reflète ça comment sur sa cote de patin, tu sais. Demande à quelqu'un puis pourrait dire Hudson, c'est un 8 sur 10 son patin, mais d'autres vont dire à cause de ces lacunes-là, on parle plus d'un 5 ou d'un 6 sur 10. Mais lorsque c'est pas remis en contexte puis que c'est pas expliqué, c'est difficile de justifier comment cette cote-là fonctionne, tu sais. Fait que c'est pas facile. Je pense que, comme je dis, c'est beaucoup plus nuancé. Puis à l'époque, je trackais pas game par game, mais j'avais quand même mon fichier où tout le monde était évalué. Fait que là, ça se peut qu'une game, j'avais mis, mettons, 5 sur 10 un joueur sur le patin, tu sais. Puis là, j'arrive, je check une autre game, je recheck mes notes. Puis je fais comme, ça serait plus un 7 sur 10, là, basé sur cette game-là. Fait que là, je le mets 7 sur 10, mais là, la game d'après, fait comme, non, finalement, c'était 5 sur 10. Tu perds, dans le fond, track de tous ces changements-là. Fait que tu fais quoi? Tu prends le plus haut, le plus bas, tu fais une moyenne de tout ça. Fait que je suis arrivé à la solution que fallait je track game par game. Fait que je pense que c'est venu régler une partie du problème. Mais je pense aussi est rapidement venu le besoin d'évaluer de manière beaucoup plus granulaire que juste dire j'évalue le patin dans son ensemble. En ce sens, le fichier d'évaluation que j'utilise, que j'ai monté, défait les grandes catégories, donc le lancer, le patin, le playmaking, etc., en plein de sous-catégories ou de attributs, si on veut.
Puis c'est de la folie, mais je dois avoir à peu près 100 attributs que j'évalue. Je dis attributs, mais il y a aussi beaucoup d'habitudes de jeu et non vraiment des attributs à proprement dit. Tu sais, autant des classiques du genre la force et la précision des tirs du poignet, mais il y a des choses un peu plus précises, genre la flexion des chevilles ou à quel point il va faire, mettons, des give and goes puis des affaires comme ça. Puis l'idée, c'est pas de tout évaluer à chaque partie. Ce serait une dinguerie. Simplement impossible, en fait. Puis je te donne un exemple. Comment tu évalues le shot d'un gars qui a 0 lancé dans une partie? Pas évident. Ben, c'est ça. L'idée, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible à chacune des parties. Puis il y a plusieurs raisons derrière ça. Puis si je m'attendais cette année à simplifier mon fichier, je l'ai au contraire complexifié davantage. La première raison, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller pinpoint, identifier clairement les forces et les faiblesses d'un joueur. Si vous voulez être un bon observateur ou dépisteur, il est crucial d'aller un peu plus dans le détail que il tire fort, fait que son lancer, c'est un 8 sur 10. Marquer des buts dans la LNH, ça se résume pas juste à tirer fort. Sans parler de l'importance du patin, du sens du jeu puis des mains qui entrent tout en ligne de compte dans la capacité à marquer des buts. Mais mettons une catégorie scoring dans l'évaluation d'un joueur va inclure d'autres choses que le tir. Sa capacité à se démarquer, à s'offrir en option de passe, d'attaquer la glace molle puis les poches, le soft ice puis les pockets en anglais, sa capacité à décocher vite, ça dégaine son catch and release, sa capacité à décocher en mouvement, de changer l'angle de tir, etc., etc. Puis encore une fois, comme pour les parties en cours de saison, je donne un poids différent à chacun de ces attributs-là qui vont composer une moyenne pour une catégorie. Exemple simple. Dans ma catégorie sens du jeu, j'ai bien des affaires, mais j'ai vitesse d'analyse et discipline. La vitesse d'analyse, c'est une des choses les plus essentielles pour un joueur. Tandis qu'à la discipline, m'en contre-torche un peu. Il est là un peu par défaut, là, mais c'est pas de quoi que j'utilise vraiment. Puis c'est pas de quoi qui va tant venir baisser ou monter la cote d'un joueur. Si je donne une vitesse d'analyse de 8, ce qui est élite à un joueur, mais que j'évalue sa discipline à 4, si on fait une moyenne standard, ça donnera un score de 6 pour son overall de sens du jeu, ce qui est complètement absurde considérant que le joueur a 8 en vitesse d'analyse et que c'est une des choses les plus importantes au hockey. Sauf qu'en pondérant chaque attribut en leur attribuant un poids différent, et by the way, ce poids-là varie selon la position du joueur, c'est une dinguerie ça aussi. Je pourrais me ramasser, mettons, je reprends l'exemple, discipline à 4, mais à vitesse d'analyse à 8, plutôt que d'avoir une moyenne à 6, ça pourrait donner de quoi plus genre autour de 7.3 ou quelque chose comme ça. Évidemment, plus que j'évalue de critères dans une même catégorie, plus ça vient estomper les outliers ou les données qui ressortent du lot. Puis l'avantage aussi de tracker chacune des games, c'est que justement, là, ces valeurs vont se placer là, vont se placer à travers le temps. Fait que, parce une des choses aussi très importantes, tu sais, mettons, si un joueur que sa vision, je l'évalue tout le temps à 5 ou 6 dans ce coin-là, mais qu'il y a une game pour quelconque raison, je lui donne un 3 parce qu'il a été épouvantable. Ça va pas tant venir influencer sa cote que ça, parce que ça reste une moyenne sur toutes les parties. Donc, en quelque sorte, un calcul du scénario le plus probable. Puis ça, c'est une autre chose que j'essaie de garder en tête, le most likely outcome, le scénario le plus probable. Parce que même un attribut aussi granulaire que la précision du lancer du poignet, c'est pas constant. Le joueur ne sera pas à 100% toujours la même affaire. C'est pas noir ou blanc, c'est un spectre, c'est une distribution de probabilités. Fait que quand on évalue, il faut essayer d'évaluer le cas le plus probable. Évidemment, ça veut aussi dire d'évaluer, par exemple, des tirs complètement ratés. Ça arrive même aux meilleurs d'en manquer des fois. Bon, évidemment, si c'est 4 par game, faut en tenir compte. Mais c'est là que, justement, l'échantillon devient important puis d'essayer de reconnaître ces patrons-là, ces patterns-là.
au même titre qu'un jeu chanceux, ne doit pas nécessairement être considéré. Fait qu'en évaluant les attributs de manière plus granulaire, comme je le fais, et par partie, je pense que c'est plus facile de voir les tendances et d'avoir une vraie moyenne de chacun de ces attributs-là et de voir également s'il y a progression ou stagnation. Puis, c'est une chose que je crois avoir bien fait pour certains joueurs, d'avoir identifié les tendances. Si on parle de Heisman Frondell, que je passais des minutes et des minutes, voire même des heures à vous en parler avec passion. Will Smith également lors de la première saison du podcast. Ryan Leonard aussi. C'est que c'est des joueurs que j'avais tellement visionnés que je voyais les patterns se répéter et tout ça. Puis je pense que c'est une des choses très importantes, surtout en fin de saison, parce que c'est vraiment, je pense, qu'est-ce qui va faire la transposabilité, en fait, du jeu dans la LNH. Puis j'aimerais faire ça de manière plus constante cette année, pas juste pinpoint quelques joueurs et vous casser les oreilles avec ça. Parce que c'est ça. Je pense que d'ordre général, on focus souvent beaucoup à évaluer les attributs de manière individuelle et un peu séparée, mais c'est important de regarder comment tout ça fonctionne ensemble, mais aussi de regarder les tendances, voir si un joueur répète toujours les mêmes jeux puis qu'il en devient prévisible, si le joueur apprend de ses erreurs en cours de saison, s'il y a de la diversité également dans ses routes, dans ses lancers, dans ses passes, etc. Pour moi, ça devient vraiment ça de plus en plus important à évaluer. Puis malheureusement, ça prend du sample size pour y arriver. Puis un autre gros piège que je vois souvent, puis qui est facile de tomber dedans, puis coupable, votre honneur, c'est de regarder uniquement le résultat d'une action. Je vous explique, il y a plein de volets à ça. Par exemple, c'est pas parce que le joueur gagne pas une bataille pour la rondelle qui est mauvais en récupération pour ses batailles contre la rondelle, pour la rondelle, tu sais. Faut analyser un peu plus large que le résultat, il a gagné oui ou non, tu sais. Des fois, le joueur adverse, il a juste joué le jeu à la perfection. Des fois aussi, tu compares un gars de 17 ans contre un gars de 20 ans. Oui, ça se peut que le gars de 20 ans out-muscle le gars de 17 ans, tu sais, ça peut arriver. Mais c'est ça, ou tu sais, comme une passe interceptée, c'était pas nécessairement une mauvaise passe. Des fois, oui, des fois, c'est une passe catastrophique, mais des fois, le défenseur réalise un jeu parfait. Peut-être aussi que des fois que le joueur vers qui était destinée la passe n'a pas fait un bon travail pour s'ouvrir suffisamment et justement rester hors de portée du défenseur. Faut pas être trop rough sur la prise de décision des joueurs de cet âge-là. J'en ai parlé lors du dernier épisode, ainsi que direct sur le tape et même à maintes reprises avant ça. Mais je préfère un joueur qui essaie des affaires, qui montre de la créativité puis qui fait des erreurs, plutôt qu'un joueur trop safe qui n'aura pas la créativité pour produire au prochain niveau. Je veux qu'un gars pousse ses limites. Parce que c'est ça, la prise de décision, je pense, ça se raffine. Ça va se raffiner aussi avec le coaching, les systèmes de jeu. Puis aussi à un moment donné, dans la Ligue nationale, il y a tellement moins d'espace, puis tellement moins de temps de réaction. Tu peux moins essayer de niaiserie aussi, forcément. Puis ce qu'on juge comme étant de la mauvaise prise de décision n'en est pas toujours. C'est un peu ça mon point. Puis la ligne, je le dis souvent, est souvent très mince entre la passe qui va faire les jeux de la semaine puis un jeu complètement stupide. Puis c'est dur à faire, mais prenez le temps lorsque vous évaluez justement la vision, le sens du jeu d'un joueur, sa prise de décision. Essayez de mettre un peu plus en contexte qu'est-ce qui vient de se passer, essayer de comprendre ce que le joueur tentait de faire, ce qu'il a vu, plutôt que de juste juger le résultat. Prenez le temps de mettre la vidéo sur pause, d'analyser les options, d'analyser ce que le joueur a vu ou ce qu'il n'a pas vu même. Puis un autre gros concept qui m'a été enseigné par Mitch Brown chez EP en fin de semaine, en fait. Puis tu sais, je pense que je faisais de manière un peu instinctive, mais là, de mettre des mots dessus, pour moi, ça change quand même beaucoup ma façon de voir les choses. C'est d'identifier lorsqu'un joueur a plus tendance à dicter le jeu plutôt qu'à réagir au jeu. Ça, c'est probablement une des qualités les plus importantes de toutes, puis qui pourrait faire foi de si un joueur va se transposer ou non dans la LNH. Les habitudes du podcast, vous m'avez peut-être déjà entendu dire d'un joueur que les idées sont meilleures que l'exécution. Puis ça,
c'est dans le sens du jeu, tu sais. Puis c'est un peu ça que j'essaie de dire, mais il y a aussi quelque chose de similaire qui se produit dans le patin. Puis c'est les mécaniques versus l'output. Un exemple que j'ai l'an passé, Bill Zonon. Je disais que les mécaniques étaient sous-optimales, mais que malgré tout, son output et sa vitesse étaient malgré tout bien. Puis là, il y a un gros déclic que j'ai eu cet été en parlant justement avec les autres gens chez Elite Prospects, en grande partie David Saint-Louis, qui est un grand mentor là-dessus. J'ai pu mettre des mots plus cohérents sur ces concepts que j'avais déjà en tête, mais qui étaient un petit peu flous pour moi. En fait, si vous avez lu notre système d'évaluation, dans le fond, qui est montré à la fin de notre guide du repêchage, on en parle, mais pour le patin, c'est le... en fait, c'est le concept de input versus output. Puis on l'utilise principalement pour le patin, lequel on décrit comme étant le mixte de trois choses. L'input, donc les mécaniques que j'appelais, la posture, la flexion du genou, des chevilles, la longueur des extensions, des strides en anglais, etc. L'input, donc, versus l'output, donc carrément la vitesse, l'explosion qu'il va générer, et les habitudes, donc l'intensité, l'usage, les routes, etc. Donc, comment il va utiliser cet outil-là. Puis, j'irais même à défendre le concept, que le concept est applicable à toutes les catégories, mais pas juste au patin, comme on le fait chez EP. En fait, si vous prenez le lancer, le jeu physique, le maniement de rondelle, ce concept de input, output, habitude, je pense qu'il est également applicable. Ça m'a généré beaucoup de discours internes, principalement sous la douche, au cours de tout l'été, à savoir si on pouvait dresser des tendances de projection basées sur ce concept-là. Autrement dit, si un gars est plus input ou plus output, en tout cas, comment ça peut se projeter. C'est encore de quoi qui grandit dans ma tête, encore des concepts pas flous, je pense que c'est clair, mais c'est où c'est que je peux amener ça? C'est là que il y a des portes ouvertes. Reste à voir, c'est ça, comment qu'on peut mettre tout ça ensemble et essayer de projeter les pistes de développement d'un joueur. Je pense que d'ordre général, la plupart des gens vont focusser presque uniquement sur l'output quand ils vont regarder un joueur. Le joueur est rapide, le joueur il tire fort. On veut mettre peu d'accent, sinon pas d'accent du tout, sur les inputs et rarement, je crois, sur les habitudes. Même si, au final, je suis d'accord que l'output, c'est possiblement le plus important. T'as beau avoir une technique impeccable, si ta vitesse est somehow pas bonne malgré tout, t'es pas plus avancé, sans jeu de mots. Mais je pense que l'input peut donner une piste à savoir si il y a encore de la progression possible dans le cas du joueur. Puis je pense que les habitudes de jeu vont dicter la transposabilité dans la LNH. Je dirais même que les habitudes peuvent, dans une certaine mesure, venir pallier un certain manque d'output. Autrement dit, un joueur qui patine moins vite, mais qui sait patiner intelligemment, peut quand même bien s'en sortir dans la LNH. Il y a plein d'exemples, tu sais, les noms à qui on pense tout le temps, évidemment, les John Tavares, Mark Stone, Jason Robertson, même Nick Suzuki est souvent sorti en exemple. Puis les habitudes de jeu, c'est quelque chose qui est excessivement difficile à faire changer. L'input aussi, je pense qu'on a tendance à croire que c'est facile de changer comment qu'un joueur patine, mais je pense que c'est très difficile, voire même impossible, de drastiquement changer comment un joueur patine. Mais l'input, c'est aussi la force physique. Fait que si un joueur a déjà une bonne technique, puis qu'il manque juste de force dans les jambes, son output pourrait éventuellement prendre une bonne coche, je crois. La vitesse à laquelle le joueur est capable de répéter le mouvement joue un grand rôle également. Si un joueur a les pieds lents, il a beau travailler sa force et sa posture, il va rester un patineur moyen. Faut enchaîner les enjambées rapidement. Puis c'est ce que je trouve intéressant avec ma manière de fonctionner actuellement, ce qui est tout nouveau en fait. Je viens vraiment évaluer ces inputs, outputs et habitudes-là de manière individuelle et très granulaire, comme que je disais. J'évalue la flexion du genou, la flexion de la cheville, la longueur des enjambées, etc., etc. Fait que c'est plus facile de voir où sont les lacunes d'un joueur. Puis identifier, c'est ça, plus clairement, les tendances, les forces, les faiblesses et les pistes de développement également. Puis je pensais à ça l'autre fois,
en attendant mon Amigo Express au Shell sur le boulevard Laurier. Tout ça me fait un peu penser à une swing de golf. La technique, c'est excessivement important au golf. C'est la fondation qu'on nous enseigne. Mais au final, ça reste que c'est la vitesse de la répétition du mouvement qui va venir générer de la distance. Puis la force physique, ou comment tu utilises le sol et tout ça, ta compression, c'est ce qui va venir ajouter une puissance additionnelle. Un joueur comme Tiger Woods est souvent cité pour avoir une swing parfaite. Sauf que Tiger, c'est l'équivalent de Connor McDavid. Fait que de mettre la barre aussi haute puis de vouloir absolument atteindre la perfection en termes de forme, c'est utopique, puis c'est même impossible à atteindre pour certains joueurs, juste d'un point de vue physionomique. À l'inverse, un golfeur comme Bryson DeChambeau, c'est un des meilleurs frappeurs de puissance de l'histoire de la PGA, puis il est loin d'avoir une swing traditionnelle ou parfaite. Il a trouvé quelque chose qui fonctionnait pour lui, pour sa physiologie, puis quelque chose de répétable surtout. Ceci étant dit, reste que sa technique demeure dans l'élite mondiale, même si elle est imparfaite. Il n'y a pas une technique 3 sur 10, puis sa vitesse et sa puissance sont des qualités pratiquement générationnelles. T'sais. Fait qu'il y ait la preuve, Bryson DeChambeau, au golf du moins, que la posture parfaite n'est pas toujours requise. Le seul problème, c'est que quand tu as une posture ou une technique qui n'est pas parfaite, les autres facteurs doivent venir travailler en double pour venir compenser. Fait qu'au final, est-ce que c'est si mauvais de seulement regarder l'output d'un joueur comme Bryson DeChambeau? Il n'y a pas meilleur joueur côté output en ce moment. Non, c'est pas une mauvaise chose de faire ça. Sauf qu'au final, ce qui compte, c'est un point de vue piste de développement et transposabilité. Je pense que c'est là que de considérer l'input et les habitudes d'un joueur dans notre évaluation devient primordial. Un joueur avec un input limité, donc des mécaniques ou une technique limitée, va avoir forcément un output au plafond plus limité à long terme également. Donc, je pense que c'est vraiment faux considérer tout ça. Mais au final, je veux dire, c'est l'output qu'on regarde. Sauf que l'output, c'est plus tricky à évaluer qu'on croit. En fait, une autre grosse erreur que les gens font, puis que j'ai définitivement déjà fait et probablement je vais encore faire, c'est de croire que ce qui est assez bon pour le junior va être assez bon pour la LNH. Souvenez-vous de ça, le concept de good enough. Tu sais, c'est déjà arrivé qu'on a dit, tu sais, le gars patine pas très vite, mais il tire son épingle du jeu quand même en OHL ou whatever. La coche est haute entre la Ligue de l'Ontario et la LNH en termes de patin. Fait que good enough dans le junior ne veut absolument pas dire good enough dans la LNH. C'est peut-être même pas good enough pour la Ligue américaine, tu sais. Fait qu'un joueur doit vraiment, je crois, dominer pour qu'un trait devienne une force au prochain niveau. C'est important de faire la distinction aussi entre vitesse et pace. Un joueur qui a un patin moyen mais qui est toujours dans le tapis peut paraître rapide versus un bon patineur mais qui joue avec un rythme beaucoup plus lent. C'est un sujet complexe, tout ça. Puis je suis loin d'être l'expert en patin. Mais si vous voulez que David Saint-Louis vienne en parler au podcast, écrivez-le en commentaire. Il n'est pas sorteur, notre chum David. Mais si on atteint là, 2000 commentaires, pas mal certain qu'il va venir. Fait que Summon est là. C'est quoi en français, Summon? Je suis fatigué. Tout ça pour dire, je vais garder un œil attentif à input versus output versus habitude d'un joueur, mais pas juste pour le patin. Tu sais, chez Elite Prospects, je le disais, on l'applique principalement pour le patin, mais je pense que c'est valide pour à peu près toutes les catégories. J'en parlais tantôt, mais le lancer puis le maniement sont deux exemples flagrants que la technique est importante, l'output aussi, mais aussi tes habitudes de jeu. Même chose pour le hockey sense puis le playmaking. Tu sais, par exemple, je pense que la vision, c'est un input. Puis la précision des passes, évidemment, c'est un output. Pour les habitudes de jeu, là, j'ai un questionnement. Oui, il y a moyen de trouver des habitudes de jeu dans chacune de ces catégories-là, mais au final, je pense que ça revient tout à une seule chose. Puis je pense que c'est le sens du jeu, un peu tes habitudes. Puis je pense que c'est ça qui tient tout ça ensemble. Le sens du jeu, c'est la colle dans un joueur à mijoter. En ce sens,
La plupart des systèmes d'évaluation sont linéaires. Autrement dit, c'est des marches de même hauteur si on compare un tir, mettons, entre 4 et 5, puis 5 versus 6, les marches sont les mêmes. Mais en réalité, tout ce qui est en bas d'un certain seuil devient grandement limité. En fait, les chances du joueur de venir faire la LNH, si son patin est un 2 sur 10, oubliez ça, il ne fera jamais la LNH. On est loin en dessous de la moyenne. Mais aussi, c'est que chacune des marches est de plus en plus difficile à atteindre. Devrais-je dire, plus tu montes les marches, moins tu croises de monde, fait que plus que tu te démarques. Fait que même si j'utilise personnellement un système linéaire pour évaluer chaque attribut, que chaque attribut est ensuite mis dans une moyenne pondérée pour former des grosses catégories, donc playmaking, shooting, etc., puis que chacune de ces catégories-là est ensuite, elle aussi, pondérée dans une moyenne pour donner un score, je trouve que ça récompense pas assez les joueurs avec des attributs qui se démarquent vraiment du lot. Fait que ce que j'ai fait cette année, c'est que au moment de venir calculer la moyenne des catégories ensemble, fait qu'au moment de venir calculer l'overall, donc de faire une moyenne du shooting, playmaking, etc., je l'ai dit, mais je viens pondérer chacune des catégories pour donner plus d'importance, mettons, au hockey sense qu'à la défense. Mais en plus, c'est que je viens pondérer exponentiellement les valeurs hautes puis pénaliser les valeurs faibles. Fait qu'autrement dit, il va y avoir un écart entre le gars qui va avoir un hockey sense de 6 versus le hockey sense de 7, parce que le 7 est beaucoup plus difficile à atteindre, et encore plus, mettons, un gars qui a un 8. C'est beaucoup plus difficile à atteindre, possiblement que le gars qui a un 6 n'atteindra jamais le hockey sense de 7. Puis le 7, il l'a d'acquis. Je parlais souvent des acquis, ça revient. Puis c'est ça. Beaucoup de calculs. Bref, j'espère ne pas vous avoir perdu. Mais je voulais vous en faire part. Des fois que ça sème une graine dans la tête à quelqu'un. Puis à chaque fois que je fais des épisodes qui parlent de ma méthodologie, j'en reçois souvent des commentaires en privé des gens qui veulent discuter de ça ou qui voudraient avoir accès à mon fichier. Malheureusement, là, il n'est pas disponible. Là. Mais je vous invite à explorer ça de votre bord aussi. Même si vous avez moins de visionnement, amusez-vous là-dedans, je pense que c'est super intéressant. Puis si vous êtes des fans de stats comme moi, c'est très cool. Puis c'est ça, j'aime beaucoup l'idée de récompenser la rareté des attributs élites via une formule exponentielle. Sauf que, depuis tantôt que je parle d'évaluer le talent d'un joueur, sauf que, j'en parlais d'entrée de jeu, je pense que une des choses les plus sous-estimées dans l'évaluation de joueurs, c'est de faire la distinction entre l'évaluation des attributs actuels, ce dont on parle depuis tantôt, puis la projection dans la LNH. Parce que ce qu'on évalue quand on remplit une grille, c'est combien bon le joueur est aujourd'hui. Sauf que c'est pas pertinent de faire ça si on ne projette pas son jeu dans la LNH. J'en ai déjà parlé sur le podcast, mais je le réitère. Non seulement j'évalue chaque attribut à chaque game, mais à la fin du match, j'évalue aussi quel rôle il pourrait projeter dans la LNH. Ça fait déjà un certain temps que je fais ça. Puis la manière que je fais ça, c'est que j'ai les catégories suivantes. Franchise, élite, première ligne, top 6, middle 6, bottom 6, quatrième ligne, 13e attaquant ou fringe AHL. Puis non LNH. Puis je distribue des points par tranche de 5%, des pourcentages qui atteignent ces différents rôles-là. Fait que, mettons, un 5% qui devienne un joueur élite, après ça, 15% un joueur de première ligne, 30% un joueur top 6, etc., etc. Ça fait une courbe de distribution. Des fois, 2 courbes de distribution, même s'il y a un joueur qui a des grandes chances qu'il n'atteigne pas la LNH. Puis évidemment, chaque niveau donne exponentiellement plus de points ou en enlève. Donc, si un joueur, dans le fond, a des points dans la catégorie non LNH, ça pénalise quand même beaucoup. Puis plus qu'un joueur a ne serait-ce qu'un 5% de devenir élite, ça vient quand même donner un bon boost dans mon classement. Puis c'est un peu comme ça, dans le fond, que je viens récompenser l'upside, mais également jouer avec pénaliser le risque, parce que je suis quand même pas quelqu'un qui aime beaucoup le risque. Mais vous comprendrez que de faire ces projections-là, ça demeure subjectif. Fait que même si j'utilise mon fichier dans le but d'avoir une approche plus objective, ça va au final
inévitablement être teinté d'une manière ou d'une autre par mes préférences personnelles, mes projections, ma tolérance au risque. Mais je vois pas ça négativement. Au contraire, je pense que c'est important de sentir ma personnalité dans ces listes-là, puis que ça ne devienne pas nécessairement mécanique. Puis dans mes projections, j'essaie de voir comment tous ces outils-là, ces attributs-là peuvent interagir ensemble. J'essaie de garder une objectivité. Puis si le joueur, dans le fond, a encore des pistes de développement aussi, j'essaie de l'identifier. S'il y a un bon plafond pour jouer dans le haut de l'alignement versus aussi s'il y a une B-game, en fait, pour se convertir en joueur de soutien aux besoins, parce qu'il y a des joueurs gros potentiel offensif, sauf que si ça marche pas sur un top 6, ben c'est la Ligue américaine ou rien, tu sais. Fait que moi, j'aime les joueurs qui ont une B-game, tu sais, qu'on projette comme un gars de top 6 au milieu d'alignement. Sauf que si ça marche pas, ben il y a le gabarit, il y a le moteur pour peut-être jouer sur une 4e ligne quand même. Fait que tu n'auras pas tout perdu, même si ça serait décevant, tu sais. Bref. Fait en additionnant ce score-là de projection au score des attributs actuels. Puis il y a plein d'autres petits facteurs aussi sur le site, mais le gros chunk vient de ça. C'est l'âge, le facteur « ouais, mais je l'aime ». Bref, tout ça, ça me génère un score final duquel découle mon classement. Puis à date, les résultats que ça me donne sont pas mal en ligne avec ce que je feel, avec ce que j'aurais fait au feeling, tu sais. Fait que là, vous me dites, OK, ben à quoi ça sert si au final, le résultat est le même? Crise de bonne question. Je pense que la meilleure réponse, ce serait de ramener ça à l'impartialité, à la justesse, mais également de conserver tout le data de toutes les games. Pour moi, c'est une mine d'informations incroyable. Puis, je pense aussi que ça va m'aider à départager les joueurs classés beaucoup plus loin. Tu sais, là, on focus beaucoup première ronde et tout ça, mais je pense que rendu beaucoup plus loin, où tous les joueurs ont des lacunes, je pense que de les évaluer toutes sur la même base, de manière la plus objective possible, je crois que ça va m'aider à faire des meilleurs classements plus loin dans le draft. Parce qu'il y a peut-être des joueurs même, tu sais, mettons des joueurs que j'aimerais pas qui vont être classés normalement plus haut. Ça va aussi m'aider à pas trop les descendre, à rester objectif là-dessus. Puis au même titre que des cartes cachées, ça va m'aider à ne pas trop les monter également, à moins qu'ils le méritent vraiment. Fait que c'est vraiment une question, je pense, d'équité dans tout ça. Puis évidemment, chaque outil est aussi bon que son utilisateur, au sens où si j'évalue les joueurs tout croche, les résultats vont être tout croche. Shit in, shit out, comme qu'on dit, ou comme dans Two Girls, One Cup. Puis aussi, ben, tous les paramètres d'ajustement, fait que le poids des parties, le poids de chaque attribut dans les catégories, le poids de chaque catégorie dans l'overall, le poids de chaque projection de rôle également, le pourcentage de chaque critère, dans le fond, dans le score final, tous ces paramètres-là viennent influencer le résultat. Puis si c'est mal tuné, le classement est forcément faussé également. Sauf que d'être en accord avec les résultats que ça me donne, ça me prouve que je suis à l'aise avec ces paramètres-là. Fait que bref, ça m'aide à me contre-vérifier, en quelque sorte. Fait que c'est ça, avec tout ce beau fichier-là, c'est quoi mon classement préliminaire, dans le fond, me demanderez-vous? Je ne l'ai pas sorti publiquement, je le sortirai pas non plus, mais je peux vous dire un petit secret. Tynan Lawrence, c'est lui qui a scoré le plus fort dans mon fichier d'évaluation après Gavin McKenna et quand même par une bonne marge. Je pense, j'arrive au plus gros facteur dans pas long, mais je pense qu'un des facteurs, c'est le fait qu'il se démarquait de plusieurs joueurs au niveau patin, lancé, etc. Ça lui a quand même donné un bon boost. Puis j'évalue qu'il y a un excellent runway aussi dans son cas. Puis qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse qui lui enlève des points non plus. Sauf que le bémol important que je veux apporter, puis la grosse raison pour laquelle il s'est détaché des autres dans mon fichier, puis que ça risque de ne pas durer, c'est un autre phénomène que vous devez considérer non seulement dans vos évaluations, mais aussi lorsque vous consultez des listes publiques, puis c'est l'échantillon. Je parle ici non seulement du nombre de visionnements que vous avez d'un joueur en particulier, mais aussi du nombre de joueurs que vous observez.
Dans le cas de Lawrence, je partais avec un biais positif en raison de ce que j'avais vu de lui aux côtés de Ryabkin et Nestrasil la saison dernière en USHL, mais je ne l'évaluais pas à cette époque-là. Sauf que c'est sûr que ça m'a joué dans la tête quand j'ai préparé ma projection de lui. Là, je suis allé voir 3 parties que j'ai trackées et rentrées dans mon fichier d'évaluation. Puis les 3 parties ont été excellentes. À l'inverse, je parlais tantôt que ça m'a pris 2-3 parties avant de tomber en amour ou tomber sur une bonne game de Ethan Belchetz, puis que ça n'a toujours pas cliqué avec Ivar Stenberg. Si on parle d'un échantillon de 2 à 4 parties par joueur, en ce moment, ça va évidemment monter, mais à 2 ou 4 parties par joueur, une bonne ou une mauvaise partie peut énormément venir influencer le classement d'un joueur. Puis je l'ai vu avec Belchetz. Après ma première partie, là, je ne suis même pas sûr qu'il était dans mon top 10. Après ça, il a monté un peu, là, je pense que c'était 7, 8, 9e. Puis finalement, à la 3e partie, quand ça a cliqué, là, il a rentré dans mon top 5. Avec le temps, ça va se placer, ça va s'estomper, la loi de la moyenne va l'emporter, mais il y a malheureusement beaucoup de listes publiques qui sont faites avec seulement quelques visionnements de chaque joueur. Puis j'ai déjà été coupable de faire ça par le passé. Évidemment, quand tu n'as pas accès aux plateformes de visionnement puis tout ça, c'est excessivement long et difficile d'aller loguer un 10, 15 games, whatever, par joueur. Ça prend énormément de temps, de ressources et d'argent pour faire ça. Fait que oui, il y a beaucoup de gens qui le font. Puis je l'ai fait, plusieurs années là, avant de débuter le podcast, peut-être même dans les débuts du podcast également. Mais c'est ça, quelques visionnements, c'est généralement suffisant pour avoir une bonne idée d'un joueur, savoir c'est quel type de joueur, etc., etc. Sauf que chaque mauvais jeu ou chaque excellent jeu vient énormément jouer dans la balance d'une évaluation ou d'une projection qu'on va faire de ce joueur-là. Fait que ça permet pas vraiment de voir les patterns, voir les tendances du joueur si on a juste vu 2-3 games, tu sais. Puis je suis conscient, comme je disais, que c'est pas possible ou accessible pour tout le monde d'écouter 15-20 matchs d'un espoir. C'est pas ça le point que je veux apporter. Je veux juste montrer à quel point un faible échantillon d'un joueur peut grandement affecter la perspective qu'on a de lui. Mettons, il y a un joueur, vous avez juste vu 2 games de lui, les 2 games ont été épouvantables, mais c'est les 2 seuls games épouvantables de l'année. Vous allez sentir que vous êtes à contre-courant peut-être du reste. C'est ça, l'inverse est aussi vrai. Si vous allez voir votre équipe locale puis que vous voyez un joueur 32-34 fois dans la saison, vous allez voir absolument tous ses faits et gestes en cours de saison. Vous allez voir tous ses bons coups, tous ses mauvais coups. Puis je pense que ça va refaire sortir beaucoup de faiblesses. Vous allez voir vraiment tous ses points faibles, versus un joueur que vous avez juste vu 2-3 fois. Puis peut-être les faiblesses sont pas ressorties dans ces 2-3 parties-là. Parce que sur-scouter, c'est pas mieux. C'est peut-être quelque chose que j'ai fait avec Cole Eiserman. Peut-être que j'ai trop écouté Cole Eiserman, puis j'ai trop vu de défauts. Et c'est pourquoi je le détestais. Il le déteste encore tout autant. On va voir d'ici quelques années si j'avais raison ou si j'avais tort. Mais s'il n'a pas scouté assez, c'est un danger. Sur-scouter est également un danger, à mon avis. Puis l'échantillon sur le nombre de joueurs, c'est aussi important, au sens où c'est important d'avoir un bon bassin de joueurs, puis pas juste, mettons, regarder les joueurs qui ont joué au Linka, tu sais. Je pense qu'on a souvent le réflexe de juste tout classer les joueurs qu'on a vus, tu sais. Puis je pense que c'est une erreur monumentale. Puis ça aussi, j'ai été coupable de l'avoir fait par le passé. Mettons, t'écoutes des joueurs, je viens d'atteindre le 64 joueurs visionnés, je pourrais sortir un top 64. Ça marche pas comme ça. Si vous faites un top 32, je pense qu'il faut avoir vu au moins une 50aine de joueurs qui pourraient être considérés dans ce range-là. Fait que je pense avoir vu possiblement un coup à 70-80 joueurs afin d'en sélectionner peut-être une 50aine et de faire notre top 32 final. Moi, c'est le même que je le vois. Puis je vous donne un exemple très concret. Tu sais, dans notre classement préliminaire d'Elite Prospects, on a tous partagé notre liste. En date d'aujourd'hui, j'ai 55 joueurs de visionnés pour la QV. C'est pas beaucoup, je commence à peine, je le disais. Sauf que sur les 55 joueurs, il y en avait juste 15 que j'étais confiant de classer en première ronde. Pour les autres, soit qu'il me manquait des visionnements,
soit je voyais bien qu'ils étaient trop faibles pour faire partie d'un top 32, ou soit je les aurais mis, mais plus comme passer le 25, puis j'avais personne pour venir combler ce gap-là tant que ça. Parce que c'est un bon indice pour savoir si vous avez visionné assez de joueurs pour le top que vous êtes en train de faire. C'est que si vous sentez qu'il y a des grosses coches, des grosses baisses entre certains joueurs, évidemment, là, je parle pas de Gavin McKenna puis le reste, mais mettons, si entre le 25 et le 26, là, il y a une méga drop entre vos joueurs, ça se peut qu'il y a plein de noms qui passent présentement sur votre radar puis qui pourraient normalement venir combler ces vides-là. Fait que faites attention, mais aussi faites attention aux listes que vous consultez. C'est surtout ça mon point. Vous savez pas si les gens ont mis tant d'efforts et de visionnement là-dedans. Peut-être qu'ils ont juste regardé tous les joueurs du Link-Up et qui ont classé ça. Puis c'est no bueno. Fait que c'est ça, ça fait le tour. J'espère que l'épisode vous a plu. Je prends tout le temps des risques là, quand je passe sur ces longues envolées-là. Plus philosophique si on veut. J'espère que vous avez aimé ça. Je réitère, je connais pas tout. Je commence moi aussi là-dedans. Si vous voulez que j'en parle plus souvent, dites-moi-le en commentaire. Si vous voulez que j'invite des gens de chez EP, dites-moi-le aussi. Je vais ajuster mon contenu par rapport à ce que vous voulez. Puis la saison est officiellement lancée. Puis je vous tiens au courant pour la suite des choses. De mes coups de cœur, mes prédictions et mes évaluations de ces joueurs qui font partie d'une cuvée drôlement excitante. Fait que merci pour votre écoute. Allez dropper un petit follow, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Envoyez ça à votre belle-mère, elle va aimer ça. Surtout la joke de Two Girls, One Cup, un délice. Merci, je vous aime. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Brazil Glass. Merci, ciao.